Alors Tony, je suis ravi de te retrouver pour cette interview avec le Club Digital en cette Bonjour pleine période de Stéphane. confinement. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. En tout cas, moi je tenais à t'interviewer et puis tout le club aussi parce que ton parcours et puis celui de Ritech sont atypiques. Te concernant, alors j'ai un peu regardé, tu as commencé ta carrière en 1999, tu t'es Ça ne développeur. rajeunit pas. Ça fait un petit moment au début, avant la bulle Internet en fait, hein. Exactement. Et ensuite, tu es devenu chercheur. Tu as même obtenu Ouais. ton PhD en intelligence artificielle. Ouais. Alors, c'est un peu plus tard, c'est en 2013 que tu l'as obtenu Ouais. à l'université Pierre et Marie Curie. Exactement. Et puis après, à la suite de ça, en juin 2013, tu as décidé de monter ta société qui s'appelle Mhm. Euritech. Donc, alors, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais à l'origine, Euritech proposait de mettre à disposition des clients. Alors, c'est vraiment une technologie de pointe, c'est la reconnaissance visuelle Mhm. qui est propulsée par de l'intelligence artificielle et du machine learning. Mhm. Et après quelques pivots réussis, Euritech c'est devenu, alors c'est pas moi, hein, c'est la presse spécialisée qui le dit, le premier service d'intelligence artificielle au monde capable de prédire les tendances de la mode. Donc Cocorico, on a une société française qui est leader sur le sujet. Et puis, ce n'est pas que du blabla, parce que parmi vos clients, il y a des clients comme Louis Vuitton, Christian Dior, Havaianas, Adidas, Prada, j'en passe. Donc, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est un super parcours. Et du coup, la première question que j'ai pour toi, du coup, je suis arrivé au début sur le site du coup de Ritech, la première phrase qu'on voit en arrivant sur le site, c'est prévoir les tendances pour produire de manière plus durable. Ouais. On voit aussi que vous analysez plus de 3 millions d'images chaque jour sur Instagram, TikTok et même Weibo, réseaux sociaux Mhm. chinois. Mais la vraie question que j'ai, c'est en fait, est-ce que vous pouvez vraiment prévoir les tendances de la mode à partir d'images qui sont postées sur ces réseaux sociaux? Comment ça marche, Euritech, Ouais. concrètement? Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le secteur de la mode a beaucoup évolué ces dernières années, et ce, à cause ou grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les tendances de la mode étaient vraiment dictées auparavant par les marques, par quelques personnes influentes. Et là, le rapport s'est un petit peu changé depuis quelques années, où les tendances peuvent émerger un petit peu partout dans le monde, notamment sur Instagram. Instagram, c'est plus de 100 millions d'images échangées par jour, des influenceurs qui ont un poids assez important dans justement ces émergences de tendances qui peuvent être de plus en plus rapides. Et donc, pour les marques, c'est devenu clé de comprendre ce qui se passe sur ces réseaux-là pour pas louper ou trop produire certains produits. Donc, pour cela, il faut être en mesure de comprendre ce qui se passe sur ces réseaux. Et 100 millions d'images, c'est pas analysable humainement. Donc, c'est là où la technologie d'intelligence artificielle intervient, c'est qu'on est capable d'analyser plusieurs millions d'images chaque jour. Donc, quand on dit analyser une image, ça veut dire que dans une image, on est capable de repérer des milliers de caractéristiques spécifiques au monde de la mode. C'est-à-dire que je prends une image, je peux repérer que, par exemple, Chiara Ferragni, qui est une célèbre influenceuse, elle porte un t-shirt noir et blanc avec un col en V, qu'elle porte un sac Louis Vuitton, Alma, épi noir métallique, qu'elle porte un pantalon Gucci avec une texture spécifique. Enfin, tous les éléments qu'un expert de la mode va pouvoir reconnaître. Nous, on fait la même chose, mais sur des millions d'images chaque jour. Donc ça, c'est la première étape. On est capable de collecter toute cette information-là. Et avec Même ça, la on n'a pas encore texture? les tendances. On Même la peut, texture, ouais. tout ce qui est visuellement reconnaissable, on est capable d'apprendre à notre machine de reconnaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de reconnaissance d'image, on peut avoir des performances supérieures à l'être humain via la reconnaissance d'image. Ce n'est pas du tout le cas dans tous les domaines, mais dans le domaine de la reconnaissance d'image, tout ce qui est visuellement reconnaissable par un expert, on sera en mesure de le faire apprendre à notre machine. Donc, c'est-à-dire que les textures visuellement reconnaissables, bon, Gucci, c'est assez simple, mais il y a des choses plus subtiles comme des types de cuir ou des choses comme ça. On est capable de donner ça à notre machine pour le reconnaître. Ça, c'est la première étape. C'est la base qui va nous permettre potentiellement ensuite de faire de la prédiction de tendance. La deuxième étape, c'est en fonction de qui porte quoi. Parce que si moi, je porte quelque chose, ou si toi, on porte quelque chose, on n'a pas le même pouvoir d'influence qu'une Kim Kardashian, qu'une Chiara Ferragni ou quelques autres personnes. Enfin, je parle pour moi, pour toi, je ne sais pas. On n'aurait pas Mais en Kim tout cas, Kardashian. voilà. En tout cas, c'est-à-dire que nous aussi, et via différentes méthodes, on est capable de différencier différents panels, différents types de personnes, des personnes qu'on va appeler des personnes edgy, des personnes qui sont en amont des tendances, et ça on peut le valider avec des datas, c'est-à-dire que sur des données avérées,
sur les tendances habituelles, on va voir qui étaient les premiers à porter ça. Par exemple, sur la tendance léopard, qui sont les premières personnes qui ont porté ça. Ça va nous définir les personnes qui font et défont la mode. Mais dans les personnes qui font et défont la mode, il y a des gens il y a des tendances qui ont resté très, très edgy parce que impossible à mettre pour le commun des mortels. Et puis, il y a d'autres tendances qui vont vraiment se propager à d'autres panels. Donc, les autres panels, c'est des panels plus influenceurs qui, eux, ont un pouvoir de diffusion de cette mode-là. Et après, des panels de personnes plus mainstream de la population qui sont la tendance à la fin. Et donc, le fait de pouvoir repérer qui porte quoi, ça nous permet d'être en mesure de prédire jusqu'à 1 an les tendances mode. Un an. Donc, voilà. Par exemple, dire, là en ce moment, une tendance va être sur la laine côtelée aux États-Unis pour l'été 2020. Et du coup, c'est différent d'un pays sur l'autre, que Weibo, par Ouais, exemple, j'imagine, c'est forcément la Chine, les États-Unis, tout ça. Donc, vous êtes capable de dire, bah, voilà, l'année prochaine, les gens vont porter tel type de texture, avec ouais. telle couleur. Exactement. En fait, il y a des spécificités au sein des régions et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est des décalages. Dans certains types de tendances, il y a des tendances qui vont d'abord émerger en Europe, puis aux États-Unis. Ou dans d'autres cas, ça va être le contraire. Donc, et c'est intéressant de voir ce décalage-là. Souvent, les tendances vont se retrouver. Il n'y a pas une ultra spécificité, sauf sur certains sujets, mais il y a des tendances qui vont plus ou moins émerger rapidement dans certaines régions. Ça, c'est super important pour les marques, justement, pour produire le bon produit au bon moment et ne pas produire trop ou ne pas louper une tendance, quoi. Ok. Je pense qu'on a bien compris ce que faisait Euritech. Ce qui m'interpelle, c'est que bah, vous êtes au croisement de deux mondes qui, on a l'impression qu'ils vont pas se parler. Il y a les geeks qui font pas vraiment la mode, qui sont Une autre mode, on va dire. voilà, une autre mode, peut-être une autre tendance. Et d'un autre côté, voilà, il y a des influenceurs, comme tu disais, un petit peu edgy, qui vont être très différents. Et vous êtes à l'intersection de ces deux mondes. Comment vous avez fait pour réconcilier ces deux mondes? C'était quelque chose d'évident pour toi? Enfin, comment vous en êtes arrivé là? Non, pas du tout au départ, pas du tout, parce que effectivement, moi, mon background, il est très tech, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la technologie, donc en tant que développeur d'applications informatiques dans le secteur financier, donc un sujet qui était très loin du monde de la mode. Puis ensuite, j'étais dans la recherche en intelligence artificielle, donc encore très loin. Je pense qu'en termes d'opposition, on ne peut pas faire beaucoup plus, mais c'est surtout ça c'est ça qui est vraiment enrichissant et passionnant, c'est qu'au départ, il n'y a pas du tout de lien entre les deux. Mais nous, justement, quand on a commencé à échanger, à rencontrer notamment les équipes de Louis Vuitton, on s'est rendu compte que même s'ils n'appréhendaient pas forcément la technologie, on se rendait compte que grâce à ce qui apparaissait autour de l'intelligence artificielle, on pouvait les aider sur des problématiques concrètes et actionnables. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est le mélange de la technologie extrêmement évoluée, appliqué à un problème très précis, très concret, et appliqué à des gens qui, à la rigueur, ne s'intéressent même pas à la technologie. Et à juste titre, ils ont un besoin concret, c'est comprendre mieux les consommateurs, prédire les tendances pour produire mieux. Et nous, grâce à cette technologie-là, on utilise la technologie, mais on l'adapte pour justement répondre à une problématique précise. Et c'est quand il y a en fait une cross-fertilisation entre deux mondes que c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est ça qu'on a voulu faire. On ne voulait pas rester cantonné dans la partie recherche pure. Enfin, c'est très bien, j'ai rien contre ça. Je suis passionné d'intelligence artificielle, mais je trouve ça encore plus enrichissant quand on l'applique à un domaine concret comme le luxe ou la mode. Et un point aussi qui nous tenait à cœur, c'est justement quand tu disais Cocorico, on a quand même des avantages en France. On a des sujets sur lesquels on est référent. Le secteur du luxe, et c'est un secteur où quand on va aux États-Unis et qu'on dit qu'on travaille avec LVMH, surtout depuis le rachat de Tiffany, on est regardé pas en tant qu'outsider, mais en tant que référent, et n'importe où dans le monde. Et si en plus on associe ça avec l'intelligence artificielle, et voilà, on fait d'une faiblesse, souvent on a un peu ce complexe d'infériorité en France en se disant oui, on n'est pas aux États-Unis, c'est un petit marché. Bon, c'est vrai que c'est un plus petit marché, mais dans certains cas, on est quand même leader. Et si on met l'IA et le luxe et la mode, on a des chances d'être vu sérieusement. Ah, c'est une très belle combinaison, mais comme tu dis, ça n'avait rien d'évident. Au Non. début, quand tu étais chercheur à Pierre et Marie Curie, voilà, quand tu passais ton PhD et quand tu as commencé, comment tu as commencé en fait? C'était quoi ton cheminement entre voilà, j'ai mon PhD super,
je suis un super expert en intelligence artificielle et je vais lancer Euritech. Et puis Ouais. après, comment tu fais pour arriver Ouais. voilà, de la Ouais, mode? ouais. Ouais, bah oui, le chemin n'était pas direct sur la mode, effectivement. Et quand on a voulu créer Retech, justement, avec Charles, euh, mon associé, notre objectif, c'est de dire il y a un potentiel énorme autour de l'intelligence artificielle et on pourrait l'appliquer à des problématiques d'entreprise. Mais pour l'instant, c'était très vague. On s'était dit, on va faire de l'IA pour les entreprises. C'était ça notre pitch de départ. Ce qui est quand même difficilement pitchable quand je ne C'est large. conseille pas d'avoir ça comme pitch. C'est un petit peu vague. Et en fait, quand on est sur des sujets autour de l'intelligence artificielle ou de l'informatique, en fait, on peut répondre à tellement de problématiques que c'est assez. Il y a un énorme challenge pour justement arriver à se focaliser sur un sujet bien précis qu'on n'avait pas trouvé au départ. Donc, au départ, on a interagi dans beaucoup de secteurs. On a travaillé dans le secteur de la finance, on a travaillé dans l'agriculture. Et comme je disais, c'est qu'on utilisait la même technologie de reconnaissance d'image pour repérer des mauvaises herbes dans les champs de maïs. Dans l'agriculture, ah oui, vraiment, Voilà. vous alliez. Voilà. Comment Ouais, ça fonctionnait? C'était quoi ce projet? l'objectif de l'entreprise pour laquelle on travaille, c'était justement à partir d'une photo prise par un smartphone dans des champs de maïs, de repérer en fait quelles étaient les mauvaises herbes, donc les adventices, comme on dit, dans les champs de maïs, pour déterminer quel était le pesticide le plus adapté, pour éviter en fait de mettre 500 pesticides sur le champ, mais de l'appliquer le mieux. Et donc, c'était d'être en mesure, avec une photo, de reconnaître, au lieu de reconnaître la texture Gucci, là, c'était de reconnaître, par exemple, les types de mauvaises herbes, comme la renouée sauvage, par exemple. Je suis devenu expert en mauvaises herbes. Voilà, la renouée sauvage dans le champ de maïs, et pour se dire, OK, là, il y a un renouée sauvage de type 2, je ne sais plus comment, et ben, à partir de là, on va mettre tel pesticide. Donc, technologiquement, c'est exactement la même outil de reconnaissance visuelle qu'on utilise pour le secteur du luxe, mais bien sûr, on apprend la technologie sur d'autres données. C'est ça qui est assez marrant. Et pour que l'intelligence artificielle ait de la valeur, il faut qu'elle soit appliquée sur des données spécifiques. Faut qu'on voilà. Et donc dans l'agriculture, faut l'apprendre sur des données spécifiques. Et c'est comme ça qu'on arrive sur l'agriculture. Voilà, donc il y a quelques sujets, on a étudié différents sujets et c'est en rencontrant justement, en échangeant, en essayant de voir plusieurs secteurs qui sont importants quand on monte une boîte, c'est de voir si ce qu'on propose, c'est vraiment disruptif et pas juste un petit incrément. Ça, c'est vraiment cette valeur disruptive qui va changer tout et qui va voir s'il y a un vrai potentiel dans le startup. La taille du marché et le paysage concurrentiel. Et en fait, en prenant en compte tous ces éléments-là, on s'est rendu compte que dans le secteur du luxe et de la mode, il y avait une taille de marché qui était importante, il y avait un paysage concurrentiel, justement, il y avait personne qui s'était mis sur ce sujet, d'utiliser l'IA dans la mode pour les prédictions de tendance. Tout ça a fait que on s'est intéressé à ce sujet-là. Et en plus, on était en France, donc un environnement propice à ça, et notamment travailler avec Vuitton, qui est quand même le leader dans le sujet, ça a fait qu'il y avait quand même un alignement des planètes, une maturité de marché, une taille de marché, un paysage concurrentiel qui est ouvert, qui a fait que on s'est mis dedans. Donc, c'était vraiment une vision pragmatique où, au départ, on ne connaissait pas de nom de marque de luxe, à part Vuitton, quoi, à maintenant où on commence à être expert sur tous les types de sacs, notamment. Eh ben, justement, puisque tu en parles, en 2017, Mm. Euritech a été lauréat du prix de l'innovation LVMH. Mm. C'est une belle reconnaissance. J'imagine que ça a dû beaucoup vous aider pour conquérir de nouveaux marchés, Ouais. notamment à l'international. Mais concrètement, qu'est-ce Mm. qu'un prix comme Ouais. celui-ci a apporté à une société comme LVMH? C'est quoi l'avant, c'est quoi l'après? Ouais. Ce qui est marrant, c'est que en fait, les prix en tant que startup, il y en a énormément. Et c'est vrai que moi, avant d'avoir le prix LVMH, je ne me rendais pas forcément compte de l'impact que ça pouvait avoir d'avoir un prix comme celui des LVMH à Vivatech. Il y en a plein où finalement le avant-après n'a pas été a pas été différenciant. Mais là, vu que c'est le prix LVMH, que c'était remis des mains de Bernard Arnault avec un jury énorme, Mm. ça a eu un impact, nous, enfin, on a une visibilité en France, bien sûr, mais à l'international, énorme. On allait aux États-Unis, on parlait de ce prix-là, alors que moi, je ne pensais pas forcément qu'ils avaient dire ça, mais c'est-à-dire que le fait d'être un peu adoubé par Bernard Arnault, de voir avoir une photo avec un serrage de main avec Bernard Arnault, c'est une belle. En fait, c'est une belle possibilité pour nous, justement, de convaincre aussi d'autres clients. Et donc, qu'est-ce que ça a changé pour Vuitton et pour nous, énormément de choses. C'est-à-dire que nous, au départ, on avait
l'idée un peu globale de ce qu'on pouvait apporter, mais il fallait arriver à transformer notre technologie en solution directement applicable. Même si on avait des idées théoriques, comment on se dit, c'est cool, on va pouvoir prédire les tendances mode, on va pouvoir suivre la performance de leurs produits, c'était quelque chose d'assez théorique. Et tout ce qui nous a aidé, c'est justement de discuter avec les équipes métiers de ces marques-là pour comprendre leurs enjeux du quotidien et s'inscrire en fait dans leur quotidien, dans les réunions stratégiques de prise de décision. Et ça c'est important justement. Et pour l'avoir, c'est avoir une bonne connaissance de l'expertise du métier et échanger beaucoup avec des acteurs comme ça pour adapter notre solution et devenir un must-have dans leur prise de décision, quoi. Et donc c'est tout ça que ça a changé, quoi. Et concrètement, ça veut dire quoi? Des nouveaux clients, des nouveaux marchés? Vous êtes rentable? Ça a aidé Ouais. sur tout ça? Alors, pour les nouveaux clients, énormément. C'est-à-dire que le moment où j'ai eu le prix, il y avait déjà beaucoup de concurrents qui se disaient c'est peut-être intéressant de travailler avec vous. Et donc, le fait de travailler directement avec le leader, c'est ce qu'on a commencé à faire effectivement avec Vuitton, tous les autres qui sont proches ont voulu travailler avec nous. Donc, ça nous a fait vraiment une super visibilité. Et même sur d'autres secteurs, parce que d'abord, on était orienté luxe. Après, on s'est intéressé au sportswear, notamment donc avec plusieurs top leaders dans le sportswear, notamment Adidas et d'autres connus, on va dire. Et le fait de travailler à chaque fois avec le leader du secteur nous aide à convaincre les autres qui sont peut-être un peu moins early adopters et qui prennent la décision parce que quelqu'un d'autre l'a prise avant eux et on commençait à travailler avec eux. Donc, à chaque fois, ce qu'on a fait. Et pareil, maintenant, on a ouvert depuis un peu plus d'un an sur le secteur fashion et jusqu'au fast fashion, le fait de travailler avec les leaders internationaux nous permettent ensuite de convaincre beaucoup plus facilement les autres, quoi. Donc, c'est bien sûr beaucoup de travail en amont de convaincre ces personnes-là parce que les cycles de vente, c'est pas en 2 semaines, c'est sûr. Mais une fois qu'on a tout ce travail-là, ça paye même pour les clients d'après, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Et comment tu les convaincs? Alors, ça, c'est une bonne question. Déjà, parce que dans mon équipe, on a des gens vraiment très bons. Et enfin, je pense que c'est vraiment une des grandes fiertés que j'ai au sein de Ritech. C'est l'équipe qu'on a pu créer et qui est justement de par sa diversité. C'est-à-dire, au départ, que des énormes geeks. Tant pis pour la mode. Parce qu'il y a geek informatique. Après, il y a geek recherche. Et là, c'est un niveau encore au-dessus. Des énormes geeks au départ. Mais maintenant, on a une équipe où il y a des experts recherche, mais des experts fashion. On a une équipe fashion. On a justement l'étape où on a voulu justement se positionner sur le secteur luxe et mode. Ce qui nous a permis de se faire ce switch-là, c'est justement d'avoir en tant qu'associé quelqu'un, Charlotte, qui nous a rejoint et qui nous a permis de faire ce switch. Parce que quand on vient que de la tech, arriver à se transformer en produit, c'est quasi impossible si on n'a pas l'aide extérieure de quelqu'un qui a cette vision et qui peut traduire ce qu'on dit, quoi. Donc c'est vraiment ça qui aide, d'avoir vraiment une équipe qui comprend les enjeux. Et on s'est rendu compte, déjà, on avait, ça c'est une question aussi d'opportunité et de timing, c'est qu'on n'avait pas de concurrence directe déjà établie. C'est sûr que si tu as un leader US ou déjà en place sur ce sujet-là, toi, si tu arrives en France, pour convaincre l'énorme marque qui n'est pas proche de ces startups-là, ça va être plus dur. Donc nous, on a pu justement signer avec leaders aux US comme ça, même à distance. Donc ça, c'est un peu une grande fierté, parce qu'on répondait à leurs besoins. On a montré par notre technologie. C'est-à-dire que le jour où on a fait la démo, on montrait déjà la technologie qui marchait sur leurs produits. Donc, ils ont vu directement que ça fonctionnait. Ils n'avaient plus aucun risque à prendre. Bon, à part qu'on habitait loin et qu'on était en France, on n'avait pas encore de bureau aux US. Mais au final, quand ils voyaient que ça fonctionnait et qu'ils voyaient qu'on avait compris leurs enjeux, ça fait toute la différence. C'est pareil pour le secteur dans la mode, c'était plus côté asiatique, au Japon, où on a fait cette même démarche, où c'est vrai qu'on a tout donné et qu'on a fait des allers-retours, ce qui est plus compliqué en ce moment, mais des allers-retours juste pour une réunion au Japon pour les convaincre. Et c'est sûr que quand tu montres ton engagement, tu montres que tu as la techno, que tu comprends leurs enjeux et que tu es capable aussi de réagir vite pour adapter ta solution à leurs enjeux du moment, là, tu as fait une grosse part du travail, quoi. Réussir à convaincre des boîtes internationales en restant en France sans avoir de bureau sur place, ça marche alors, c'est possible.
C'est en fait, alors parce que je pense que ça marche parce qu'on est sur des grands comptes, parce qu'on est on est sur un sujet où il n'y a pas de leader sur le. Voilà, c'est sûr que si tu travailles avec des Japonais et que tu as un leader japonais qui fait exactement la même chose que toi, ça va être plus compliqué. Pareil aux US. En revanche, si tu es sur des grands comptes, tu es sur une technologie très innovante, qu'en plus tu as prouvé avec deux clients en France qui sont référents et que tu montres que tu es capable de t'adapter, oui, c'est possible. Et D'accord. nous, on fait plus, actuellement, on fait plus de chiffres à l'international qu'en France. Alors, justement, j'ai une question parce qu'on parle de monde, du coup, voilà, on peut parler de la planète aussi. Et effectivement, quand on voit sur le site que justement, vous Mm. traitez aussi les problématiques durables. Alors, aujourd'hui, l'industrie de la mode, c'est l'une des plus polluantes. Mm. Ce serait la deuxième industrie la plus polluante. Ouais. Alors, je cite un rapport des Nations Unies qui estime qu'il faut 7500 litres d'eau pour fabriquer un seul jean. Alors, Mm. c'est l'équivalent de l'eau bu par un être humain pendant 7 ans. C'est énorme. 93 milliards de mètres cubes d'eau sont employés chaque année par l'industrie textile. Ça, c'est la Fondation MacArthur qui le dit. Donc, c'est énorme. On parle de Mm. chiffres énormes par rapport à tout ça. En quoi Euritech Ouais. permet à des clients de la mode de produire de manière plus durable? Ouais, en fait, il y a à la fois effectivement l'impact écologique dans la production des éléments, enfin des articles, mais il y a aussi le fait qu'il y a énormément d'overstock, de surstock. Et ça, enfin, c'est un chiffre qui est énorme, notamment H&M avait parlé de plusieurs milliards de dollars de surstock, de Plusieurs stock milliards de d'invendus. dollars Ouais, ouais. Donc sur une par année. année, Donc sur quelle période? bah, sur une année. Alors, c'était pas vraiment des stocks qu'ils ont détruits. Hein. C'était un moment, ils avaient un Wow. problème de surstock de plusieurs milliards. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus avec l'actualité, qui est un centre de coût et surtout aussi un centre de pollution. Parce que plus on produit, dans certains cas, ces surstocks sont détruits. Au mieux, ils sont soldés à bas prix. Mais c'est là où, justement, si on est capable d'anticiper au mieux des retournements de tendance, on s'en rend compte que cette tendance-là ne va plus se vendre, on réduit le nombre de surstock, donc l'impact écologique du secteur de la mode. Alors c'est sûr que c'est pas la seule solution et qu'il faut jouer aussi sur la façon dont on produit les jeans et qu'il y a différentes méthodes. On peut travailler sur des jeans bio, enfin voilà, Hmm. du coton bio. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui vont bien sûr avoir un impact énorme, mais le fait de produire beaucoup moins, de produire mieux, a un impact vraiment non négligeable dans ce secteur-là. Donc c'est là où en fait la technologie de prévision, de baquer ses intuitions via de la data, permet de réduire l'impact écologique. Et puis aussi, on peut aussi montrer que voilà, il y a une tendance qui est sur les produits sustainable, c'est-à-dire que le fait que les marques aient ces informations du fait que les clients veulent des produits sustainable, bah, finalement, c'est aussi le côté vertueux où bah, ça va être poussé par les volontés des clients que les marques vont se mettre de plus en plus sur ce sujet-là. De toute façon, le seul enjeu, c'est est-ce que ça me permet de réduire ma marge et est-ce que mes clients sont ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cercle vertueux et que si on joue sur ça, on a un impact écologique positif, quoi. Tu as un exemple précis? Par exemple, moi je sais, là je porte un t-shirt rose, je l'ai acheté chez Jules. Est-ce que tu serais capable de leur dire l'année prochaine, faut, je sais pas, 5% de bleu, 3% de rose, c'est quelque chose Voilà, que vous faites et ça ouais, c'est marche? exactement ça. Voilà, bah, c'est par exemple pour un client, voilà un exemple concret. Alors je ne peux pas donner le nom, mais il y avait un client qui, euh, qui, grâce à notre solution, s'est rendu compte qu'il y avait une hausse sur un type de verre particulier en Europe. On lui a fait remonter cette information-là, et à partir de là, il a justement réajusté sa production pour réduire potentiellement le rose, ou je sais pas, un exemple, et réallouer sur une part sur un type de verre, le dark green, en Europe, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est des exemples concrets où justement, on n'est pas juste sur. Parce que c'est toujours la difficulté sur la data, c'est qu'on peut fournir énormément d'informations qui ont l'air intéressantes, c'est-à-dire, OK, voilà, euh, plus 20% de tel truc, mais si après, il n'y a pas une action directe derrière, bah, c'est l'information qui sert à rien. Et nous, ça a été un énorme challenge de se rendre compte que voilà, on peut produire beaucoup d'informations, mais quelle est l'information qui va permettre aux marques de faire quelque chose d'actionnable et qui vont les aider dans leur stratégie
leur stratégie globale, quoi. Donc, notamment cette allocation des couleurs, de formes, de nouveaux produits, d'études de marché, ça fait partie de tout ça. À t'entendre, ça paraît quand même un sacré défi technologique. Du Oui. coup, ça m'amène à revenir un petit peu sur ton parcours. Comme je l'ai dit, tu étais chercheur en intelligence artificielle avant de devenir entrepreneur. Je crois qu'il y a 50% des employés de Ritech. Alors Corrige-moi si je 20% dis maintenant, parce que justement, 20%. 20%. Ouais, parce que Ah, maintenant, voilà. Au départ, on n'était que des chercheurs. En fait, là, tout début, ouais. il n'y avait que des docteurs en intelligence artificielle. Et justement, si on veut comprendre le secteur de la mode, je conseille de ne pas avoir que des docteurs en intelligence artificielle. Et pour toi, Donc, tu voilà. penses par contre, si tu veux te lancer sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'à l'inverse, il faut vraiment être chercheur? Tu penses qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir cette connaissance fine et technique du sujet? Ouais. Alors, moi, je pense que déjà, la première chose que ça m'a appris d'avoir fait une thèse, c'est l'humilité et la modestie. C'est-à-dire que, en fait, souvent, quand on finit sa thèse, on se rend compte qu'on ne connaît vraiment rien. C'est à la fin de la thèse qu'on se dit, ah, ok, en fait, je ne connais rien. Maintenant, je vais commencer à apprendre deux, trois sujets. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'on apprend, en fait, quand on fait une thèse. Après, on comprend aussi, effectivement, bien sûr, tous les enjeux, tout ce qui est possible de faire technologiquement parlant. Après, je pense pas que forcément qu'il faille être chercheur en intelligence artificielle pour faire une boîte en IA. Après, je pense qu'il faut quand même forcément avoir s'il y a une forte compétence, forte expertise, un fort besoin IA dans l'entreprise, il faut qu'un des associés soit quand même expert dans le domaine. Mais il peut être ingénieur et avoir travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, toute la difficulté, c'est OK, il y a on peut avoir une connaissance académique très importante, mais après, il faut encore la mettre en application et l'industrialiser. Parce qu'il y a quand même ce qu'on oublie souvent en recherche, c'est qu'il y a tout un pan entre j'ai découvert quelque chose sur papier qui marche et qui marche très bien, et je suis capable d'analyser des millions d'images, d'industrialiser tout ce système-là et de l'appliquer à un client. Il y a toutes les étapes sont importantes. Donc, d'avoir cette expertise de recherche au départ, mais ensuite avoir cette expertise d'industrialisation pour justement être en mesure d'analyser ces millions d'images, d'avoir l'expertise du secteur pour comprendre ce qu'il faut reconnaître, parce que si on met que des chercheurs en informatique pour savoir quel type de colle il faut avoir, moi, c'est vrai qu'avant de travailler dans la mode, je pensais qu'il y a deux types de colle, quoi. En fait, j'ai appris qu'il y avait 50 types de colle différents, à peu près. Donc, c'est un ordre d'idée, mais c'est-à-dire que pour avoir quelque chose qui ait vraiment du sens pour des gens qui, à la fin, ne sont pas tech, il faut une très forte expertise technique, et c'est pour ça que nous, on a travaillé dans ce domaine-là, parce que j'aurais pas pu monter une startup s'il n'y avait pas une forte compétence technique et si la barrière à l'entrée n'était pas technologique, parce que moi, c'est ma passion au départ, et c'est ça qui était notre force au départ. Donc, bien sûr, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut avoir ça, mais faut collecter les datas, il faut savoir comment on formalise toutes ces datas-là pour qu'elles aient du sens dans le secteur qu'on l'applique. Il faut industrialiser tout ça, et il faut associer des experts dans le domaine pour voir si ce qu'on développe a du sens pour l'industrie. Ça, souvent, on a un peu ce biais-là quand on est tech, c'est qu'on est tellement en admiration à juste titre sur la technologie qu'on développe qu'on oublie qu'à un moment, il faut qu'il y ait un intérêt si on développe une startup. Si on est dans la mode recherche, on est dans l'innovation et on s'arrête là et c'est parfait. Et si on est dans une mode startup, à la fin, il faut que ça serve à quelque chose et que ça change le quotidien des clients qu'on target. Quand on t'entend, on a l'impression en tout cas que le pari est réussi, tant du point de vue vente que du point de vue reconnaissance et même du point de vue développement durable finalement. Et du coup, juste avant le confinement, d'ailleurs, je pense que vous avez eu de la chance au niveau timing, vous avez levé 4 millions d'euros. Ouais, c'était Les fonds juillet. Elaya et Serena en juillet. Ouais. En plus, il y avait vraiment des investisseurs qui participent à l'opération, comme Coralie de Fontenay, qui est l'ancienne directrice générale de Cartier France, mais il y en a d'autres, hein, donc c'est quand même assez impressionnant les personnes Ouais, le qui CEO font Jimmy confiance. Choo. Ouais, vous avez des beaux noms, vous avez des investisseurs qui sont prestigieux. Vous êtes au carrefour d'un secteur comme l'intelligence artificielle qui est en plein boom, d'un autre, la mode et le luxe, où la France est leader dans le monde sur ces marchés. Pourtant, vous levez 4 millions d'euros. Alors, question peut paraître bizarre, mais du coup, ça semble un peu à rebours de la tendance actuelle où on veut toujours lever plus. Il y a plusieurs levées, là, dernièrement, même pendant le confinement, de 50 millions d'euros, de 100 millions d'euros par-ci, par-là. Ma question, c'est
Pourquoi n'avoir levé que 4 millions d'euros avec tous ces atouts en poche? Et c'est quoi votre ambition? Ouais. Alors, effectivement, après, la levée de fonds, enfin, il y a toujours, on parle toujours du chiffre, mais ça dépend aussi des conditions dans lesquelles on lève cet argent-là et savoir aussi les étapes qu'on souhaite faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent réussir très bien une série A et ensuite s'essouffler parce que soit ils ont levé trop et ils n'arrivent pas forcément à faire une série B parce qu'ils ont peut-être survendu ce qu'ils allaient et donc finalement ils sont dans une situation difficile l'année d'après, ou alors ils ont des conditions qui étaient soumises à certaines choses. Donc, c'est ça qui est aussi important de voir. Il n'y a pas que le montant en tant que tel dans la levée, c'est les conditions et de voir aussi le timing, parce que c'est potentiellement plus intéressant de lever 4 millions sur un projet sur un an et de relever un an après plus, parce que justement la valo et les conditions vont être beaucoup plus importantes. Nous, notre ambition, c'est d'être leader international sur tout le secteur de la prédiction de lifestyle. Donc, ça contient le luxe, le sportswear, la mode, mais aussi tout ce qui est autour de la décoration, tout ce qui est autour de la cosmétique qu'on va développer bientôt. Donc, c'est effectivement un marché énorme. Mais il faut, voilà, c'est important de lever dans les bonnes conditions et d'avoir un sujet, enfin, d'avoir une timeline vraiment bien définie pour justement toujours être dans le bon timing et justement potentiellement relever rapidement après avec des conditions meilleures, quoi. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte sur une levée, quoi. D'accord. Bah, merci pour ça. Je vais finir sur une question un peu plus fun, un peu plus d'actualité. On est en plein milieu de la période du grand confinement. Donc toi, avec Euritech, tu as accès justement à cette intelligence artificielle sur plein de réseaux sociaux sur la mode. Les gens, ils portent quoi en ce moment? Ça va être quoi la tendance en sortant? C'est le jogging? C'est quoi concrètement? Ouais, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré le confinement, il y a toujours le sujet autour de la mode est toujours présent autour de Instagram. Il n'y a pas eu en termes de ratio, il y a toujours à peu près le même nombre de posts qui sont autour de la mode pendant le confinement. Alors, il y a des changements, effectivement, il y a plus de personnes qui portent des choses un peu plus décontractées, forcément, mais cette appétence autour de la mode est toujours présente. Et là, justement, nous, on a fait un report, c'était cette semaine, qui donne un peu les tendances globales. Alors, j'en ai été quelques-unes, notamment, par exemple, il y a la laine côtelée là, qui va être qui est très tendance en ce moment, par exemple. Il y a la couleur beige. Voilà, il y a quelques éléments intéressants. Mais si vous voulez plus de détails, c'est vrai qu'on a un report et on a fait un webinaire où on explique tout ça de manière très précise. Et ce qui est pendant cette période de confinement, c'est les réseaux sociaux sont le seul moyen d'avoir un peu les tendances actuelles parce qu'il n'y a rien qui se passe en magasin. Et donc, c'est encore plus clé d'avoir accès à toute cette information-là, quoi. Eh ben, écoute, on mettra le lien du rapport en commentaire là-dessous quand on postera la vidéo. Merci beaucoup, Tony. C'était super intéressant. Merci Stéphane, super intéressant. Ton histoire personnelle, mais aussi de Euritech, c'était passionnant. On te souhaite à toi et à Euritech tout le meilleur et de conquérir le monde et plein de cocorico. Voilà. Merci, Merci. Tony. C'est un plaisir. Salut.